Chers amis, bonjour à tous, chers amis de Toxin Média, merci pour votre fidélité dans nos émissions du dimanche, nos émissions littéraires. Aujourd'hui, un sujet très ardu, très compliqué, mais on va détricoter tout ça, qui s'intitule, donc l'émission du jour s'intitule Handicap, enfance en danger. Et nous avons la joie de recevoir monsieur Alexandre Chevry. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Merci de votre invitation. Vous publiez aux éditions du Verbe Haut ce livre, Le Journal d'un père, qui, comme son nom l'indique, est un journal. Alors, je précise que les noms, les dates ont été modifiés pour des raisons que les auditeurs comprendront assez rapidement. Et nous expliquerons aussi la couverture, qui est une couverture très particulière. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, en quelques mots, qui vous êtes et pourquoi est-ce que vous avez souhaité faire publier ce livre ? Alors, qui je suis ? Je suis d'abord un père de famille. Et c'est ce que je raconte dans le livre, qui a rencontré dans sa vie l'arrivée du handicap mental, je précise, c'est assez différent, divers types de handicap, mais vraiment l'arrivée d'un enfant handicapé mental au sein de la famille. Et je reviens donc dans mon journal sur avant la naissance, la période de la grossesse, où on commence à se poser des questions, et puis les premières années de vie de notre enfant. Et donc, c'est vraiment l'arrivée, enfin, tout ce qu'on a dans la tête, tout ce qui peut nous passer par la tête en tant que père. Et voilà, donc je suis d'abord et avant tout un père de famille. Et donc, comme vous venez de l'expliquer, vous retracez à travers ce journal la découverte du handicap de votre enfant avant sa naissance, jusqu'à certaines années dont on va parler. Et puis surtout aussi, ce qui est intéressant dans votre ouvrage, c'est la confrontation avec l'administration et la confrontation avec le regard des autres. On se rend compte, moi, ce qui m'a plu quand vous m'avez envoyé le manuscrit, enfin ce qui m'a plu, ce qui m'a intéressé, ce qui m'a interloqué, ce qui m'a choqué, je le savais, mais de le lire en vrai, avec quelqu'un qui a la vraie expérience, c'est quelque part cette volonté de cacher le handicap par tous les moyens, et par le pire des moyens, finalement, c'est d'en empêcher la naissance, finalement, puisqu'il y a une forme d'eugénisme. Vous me direz si vous êtes d'accord avec ce terme, qui est un terme fort, qui veut que quand on voit un handicap, qui soit physique ou mental, mais surtout le handicap de la trisomie 21, mais pas que, eh bien, les parents sont invités et poussés vers l'avortement, jusqu'à l'avortement. Tout en disant que c'est pour le bien de l'enfant, puisqu'on dit le pauvre handicapé, comment est-ce qu'il va vivre dans cette société ? Alors, est-ce qu'on peut commencer par c'est vraiment le cœur un peu le plus compliqué de votre ouvrage, mais autant commencer par celui-là. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous avez vécu la chose quand vous avez appris la nouvelle, et puis comment se passe un peu, et puis me dire si vous êtes d'accord avec ce terme d'eugénisme qui peut peut-être paraître un peu dur. Alors, nous, ce que je raconte dans la première partie du livre, on n'a pas eu de certitude sur le fait que notre enfant serait handicapé ou pas. Parce que précisément, donc c'est une petite fille, elle n'est pas trisomique. Donc aujourd'hui, la trisomie 21, on sait la détecter de manière, on va dire, quasi certaine, 99,9%, quelque chose comme ça. Et nous, il se trouve qu'on a eu une suspicion. Il y a eu des investigations médicales pour détecter la trisomie et que l'enfant n'était pas trisomique. Et donc là, on s'est retrouvé dans une sorte de no man's land où les médecins ne savent pas prédire avec certitude et en même temps ils se disent qu'il doit y avoir quelque chose mais on ne sait pas quoi, etc. Donc là il y a une question de savoir du doute. Et si mon enfant était handicapé, alors qu'est-ce que je ferais, qu'est-ce qu'il ne ferait pas? Donc nous, jusqu'à la naissance, on n'a pas cru, enfin on ne savait pas déjà. Et moi personnellement qui suis un optimiste forcené, je ne pensais pas que mon enfant serait handicapé mental. Mais on a bien senti, et là on en vient à cette question un peu de qu'est-ce qu'on fait des détections, qu'est-ce qu'on fait de la médecine aujourd'hui, que en cas de doute, il fallait qu'il n'y ait plus de doute. Et la seule manière qu'il n'y ait plus de doute, c'était plutôt d'interrompre la grossesse. Et que ça, c'était un conseil qui semblait aller de soi. Alors comme nous, on a été dans une situation intermédiaire avec le fait que, en fait, l'enfant n'était pas trisomique, donc peut-être qu'il n'avait rien. Et autour de soi, quand les langues se délient, qu'on commence à parler de sa propre expérience, on se rend compte que
plein de gens, et je le raconte aussi dans le livre, ont eu des suspicions, et puis l'enfant est né, et puis il était tout à fait normal. Et ce qui fait que... excusez-moi, j'ai percuté votre caméra. Non, c'est pas grave. Je n'ai rien eu, donc vous pouvez continuer. Et donc, ce qui fait que on a été face à cette question du doute. Et là, moi, j'ai été en effet choqué de voir à quel point la discussion était assez orientée et que le corps médical, pour faire simple et sans jeter la pierre à qui que ce soit, c'est pas le sujet, mais avait une vision de la chose qui était, pour nous, la solution, c'est arrêter la grossesse, vous ferez un autre enfant, et puis tout va bien, vous êtes jeune. Et bon, nous, ça nous posait un véritable problème éthique. Et on ne souhaitait pas, surtout que, bon, moi je pensais qu'en fait, il n'y aurait pas de problème. Donc la question s'est posée comme ça. Et ensuite, après la naissance, en fait, il y a eu quand même une autre période de doute parce que, comme ce n'était pas un handicap, c'est une maladie rare, et donc il y a beaucoup de maladies rares, on a mis du temps à être sûr qu'il y avait un vrai problème. Aujourd'hui, si vous voyez ma fille, qui n'a plus l'âge d'un nouveau-né, personne n'a aucun doute. Mais pour un bébé qui naît, après une naissance qui a été elle-même compliquée, mais pour des raisons qui auraient pu ne pas être liées au handicap, il n'y avait rien de choquant. Voilà. D'accord. Et oui, on voit bien dans votre livre, au tout début du livre, que vous, quand vous rentrez chez vous, comme il y a un doute, vous vous dites, c'est bon, mon enfant n'a rien. Et puis en fait, on sent quelque chose quand même tout au long du livre, c'est que même si mon enfant a quelque chose, quelque part, il a quelque chose, mais c'est mon enfant. Et on sent aussi cette fibre-là dans votre livre, et qui va en contradiction. Et c'est ça qui est étonnant, et c'est ça que j'aimerais qu'on puisse développer, même si c'est pas évident, parce que le corps médical est peut-être formé comme ça aussi. C'est-à-dire que peut-être qu'on leur a expliqué qu'il valait mieux un avortement qu'une vie malheureuse, ou que sais-je encore, en se disant que forcément les parents seraient malheureux, et forcément l'enfant serait malheureux. Et ce qui n'est pas le cas, on le voit bien dans votre livre, que la notion de bonheur n'a rien à voir avec une notion médicale. C'est quelque chose de totalement différent. Et voilà, j'ai pas vraiment de questions, mais je vous laisse un peu développer sur tout cet aspect-là, parce que je pense que c'est ça le plus important, c'est de donner un exemple aux gens qui peuvent nous écouter, qui sont dans ce cas ou qui l'ont vécu, et de leur dire que la vraie force, ce serait d'essayer de résister au maximum à ce que le corps médical va vous dire, même si ça n'est pas simple. Voilà. Oui, alors... Sans faire de leçon de morale, c'est pas du tout la question. Bien sûr, mais c'est pas du tout l'objectif. Mon sujet. Et le sujet de ce livre, ça a été de témoigner, et puis c'est au lecteur de se faire une idée sur l'odyssée que traverse une famille quand arrive un enfant comme ça. Soit dit en passant, donc moi j'ai la chance d'avoir d'autres enfants, et l'arrivée de chaque enfant, c'est quand même une véritable, je dis au tout début du livre, une sorte de régate, une course en mer avec des hauts et des bas, et c'est fatigant, et tout le monde le sait. Mais l'arrivée d'un enfant handicapé, c'est très particulier parce qu'en effet, le regard des autres est très différent. La manière dont on se projette sur un enfant handicapé est très déstabilisante parce que, précisément, on a du mal à se projeter. Et puis, le handicap, c'est un sujet très méconnu. Donc alors, de nos jours, où quelque chose comme 90% des trisomiques sont en fait... la grossesse est interrompue, on voit de moins en moins de handicapés. Donc les gens, c'est plus comme avant où par exemple dans la crèche, vous avez le ravi. Et en fait, le ravi, l'idiot du village, c'est un handicapé mental, si on met les mots modernes sur les situations sociales. Et aujourd'hui, le handicap, donc non seulement il y a moins de naissances d'enfants handicapés parce qu'il y a une détection qui tourne avec une politique qui est assez eugéniste, j'ai pas peur du mot, à les éradiquer, à ne pas les faire naître. Mais en plus, pour ce qui est de la scolarisation, donc j'en parle un peu, puisque c'est dans les premières années de vie, c'est un des autres défis. La plupart de ces enfants, même ceux qui pourraient aller à l'école, par exemple en maternelle, où on n'a pas besoin de dispositions intellectuelles quand même très poussées, sont orientés vers d'autres structures hors école. Et ce qui fait qu'ils deviennent invisibles, et que les enfants ne les voient pas. Il y a plein de structures, et dans les écoles, il y a des classes pour handicapés mentaux, et donc à la fin, on en voit un peu, mais en nombre, on ne se rend pas compte ce que c'est. Et donc, je pense que
la connaissance personnelle que peut avoir, on va dire, un Français moyen avec le handicap est assez faible. Et du coup, on a du mal à se projeter, on a du mal à se faire une image ou à dire ah oui, ben moi dans ma famille, etc. Parce qu'en fait, ces grossesses-là, elles ont été arrêtées très souvent. Euh, et donc le regard des autres, il est assez déstabilisant. Et parce que les gens sont gênés, quoi. Ils disent oh là là, quel manque de bol. Et là où on revient un peu sur la première question, une des questions qu'on a eu le plus souvent, c'était mais est-ce que vous le saviez? Ouais. Et ça, cette question, elle m'a vraiment perturbé. Elle me faisait mal en me disant mais nous, mais non, on ne le savait pas. Enfin, on s'en doutait un peu, mais on n'était pas sûr. Enfin, donc on a joué gagnant entre guillemets, comme s'il n'y aurait pas de problème. Et on a perdu entre guillemets. C'est une mauvaise image, mais bon, disons qu'on a joué et que finalement mon enfant était handicapé. Pour autant, je me disais, mais en fait, même si je l'avais su avec certitude, qu'est-ce que j'aurais vraiment fait? Alors la question aurait été encore plus délicate que ce qu'elle a été. Donc, je raconte dans le livre à quel point c'était déjà assez angoissant, assez stressant, des discussions qui sont assez vertigineuses, quoi, avec mon épouse, de savoir mais qu'est-ce qu'on fait, mais comment par rapport à nos autres enfants. On est conscient que avoir un enfant handicapé mental dans une famille, c'est un poids pour toute la famille. C'est un poids, mais aussi un défi. Et donc, c'est une situation qui est très, très lourde. Oui, et ce qui est assez marquant, c'est vraiment quand là vous parliez du regard des autres. À la fois, je trouve que vous n'avez pas peur de parler clairement, c'est-à-dire que vous dites que vous avez d'autres enfants qui sont normaux. Et c'est quelque chose qu'on entend rarement finalement dans le discours, disons, classique, de ce terme de normalité, c'est-à-dire que vous n'avez pas peur de dire que vos autres enfants sont normaux. Et en face de vous, vous avez des gens qui quasiment vous culpabilisent d'avoir un enfant qui, entre guillemets, n'est pas normal. Et ça, on parle souvent du bain de l'esprit du temps. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a le corps médical, l'administration, mais il y a aussi l'esprit du temps qui est dans la tête de tout le monde. Et de se dire, mais comment est-ce qu'ils ont pu... C'est quasiment ça, mais comment est-ce qu'ils ont pu laisser faire pourquoi cet enfant est en vie et ça, c'est quand même quelque chose de... Alors là, moi, les auditeurs le savent, moi je suis catholique pratiquant, donc ces questions-là me touchent. En plus, je suis jeune père, donc ça me touche encore plus. Mais ça veut dire que la vie passe après cette espèce de notion de bonheur. Je trouve que ça, c'est assez malsain, finalement, c'est quasiment orwellien de dire, mais c'est comme si vous n'aviez pas pensé au bonheur de votre enfant, quoi. Il serait plus heureux s'il n'avait pas vécu, finalement. Alors, je pense que la plupart des gens ne sont pas conscients des implications, on va dire, finales de certains a priori qu'on a et qui sont très partagés. Par exemple, de se dire ah, mais c'est pas une vie, soit d'avoir soi-même un enfant handicapé en tant que parent, soit pour l'handicapé lui-même ou pour les frères et sœurs, hein, qui ont aussi le poids, entre guillemets, j'ai pas peur de ce mot-là. Mais est-ce que c'est pas une vie ou est-ce que c'est juste une autre vie? Et à mon avis, les gens ne se rendent pas compte que, par exemple, en posant une question comme « Est-ce que vous le saviez ?», effectivement, ça renvoie à une sorte de culpabilité parce que si vous le saviez, vous êtes des bourreaux, vous avez saccagé la vie de vos autres enfants, votre propre vie, etc. Ou même vous faites vivre une vie. Aujourd'hui, on parle de dignité indigne. Alors, ce livre, c'est un témoignage parce que si on devait poser la question à ma fille aujourd'hui, je pense qu'elle, elle refuserait pas de vivre sa propre vie. Ça me paraît assez évident, c'est une enfant assez joyeuse. Pour autant, tout n'est pas rose, hein. Je ne vais pas construire une réalité qui serait fausse. Mais je pense qu'il est absolument indéniable que ma fille est contente de vivre sa vie. Ensuite, moi, en tant que père, ce que je peux dire pour moi, c'est que, évidemment, j'aurais préféré qu'elle soit normale, enfin qu'elle n'ait pas ce handicap qui est vraiment quelque chose de difficile et qui rend le quotidien difficile, l'avenir difficile. Mais pour autant, en la gardant telle qu'elle est, je préfère la voir que ne pas la voir. Et c'est ça, je pense, un des grands témoignages de ce livre. Je la rendrai pas sur un service après-vente en disant, bon, bah, reprenez-la, je change d'enfant, vous voyez. Parce qu'à la fin, c'est votre enfant. C'est votre enfant et vous y attachez. Et le reste de la famille s'y attache. Et il se trouve que... Alors, elle n'est pas handicapée. Si vous voulez, il y a quand même plusieurs degrés dans le handicap. Ma fille, pour parler un peu d'elle, elle est ce qu'on appelle polyhandicapée, donc elle a des handicaps multiples, mais elle est quand même très consciente,
Donc, par exemple, elle parle avec difficulté, mais elle parle. Son discours n'est pas parfaitement cohérent, mais en même temps, elle peut vous dire spontanément ce qu'elle aime, ce qu'elle apprécie, ce qu'elle n'apprécie pas. C'est une enfant qui rigole, vous voyez, et donc qui a vraiment une vie qui ne semble pas désagréable. Et donc, elle n'est pas handicapée, je voulais dire, au plus haut point où, effectivement, les échanges peuvent être encore plus dégradés, ce qui pose peut-être d'autres questions, hein, mais je ne me permets pas d'en juger. Mais en tout cas, aujourd'hui, nous, notre fille, c'est notre fille, tout le monde s'y attache. Et ce que je voulais dire, c'est qu'elle a aussi des choses qui font qu'elle est assez unique et qu'elle apporte des choses qu'un enfant normal n'apporterait pas. Ça paraît incroyable, ou alors ça paraît... Mais ça paraît bisounours ou bisounours. Exagéré. Mais en fait, c'est vrai. Vous voyez, parce qu'elle a des comportements qui... Elle s'affranchit assez facilement des barrières sociales. Donc, je vous donne un exemple. Ma fille est capable de regarder un clochard dans la rue et de lui tendre la main et de dire bonjour. Oui, oui. Et le clochard, lui, il est vraiment touché. J'ai vu des gens, mais c'est incroyable. On croirait des images, des scènes de films. Et en fait, quand on voit ça, c'est beau et les gens sont assez impressionnés. Enfin, moi le premier. Mais... Finalement, il y a une forme d'humanité qui finalement n'existe plus. Quasiment plus en tout cas, puisque comme on l'a dit, ces enfants naissent de moins en moins, alors qu'ils font partie de la grande famille de l'humanité et ils ont des comportements qui font partie de notre humanité et que nous n'avons pas, puisque nous sommes tous, comme vous l'avez dit, normaux, entre guillemets. C'est toujours un mot gênant, mais utilisons-le. Et donc nous avons des barrières que ces enfants n'ont pas. Et moi, dans ma famille aussi, j'ai des cas comme ça, donc je sais tout à fait de quoi on parle. Je rappelle le titre de votre livre, Le journal d'un père aux éditions du Verbe Haut. Et je voulais un peu qu'on parle de cette couverture, puisque c'est la couverture est en fait la peluche de votre fille, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Que vous aviez souhaité voir en couverture. Et donc, on trouvait que ça expliquait bien un peu le contenu de l'ouvrage. Et ça montrait une chose très importante qui transpire dans votre livre et que j'aime mettre en avant dans ces émissions ou dans la maison d'édition, c'est la force de la famille. Parce qu'on pourrait se dire, avoir tout d'un coup un enfant handicapé, peut-être que ça mène à un divorce, peut-être que ça mène à des conflits, peut-être même qu'on peut imaginer que quelqu'un rejette la faute sur l'autre, je ne sais pas, on peut tout imaginer dans ces cas-là. Et je rebondis sur une chose et ensuite je vous laisse la parole. Il se trouve que en préparant l'émission, je tombe par hasard, bien entendu par hasard, sur une parole du général de Gaulle qui avait une fille handicapée. Oui. Je crois qu'elle était trisomique, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Et je vois la citation, en substance, le général de Gaulle nous disait que sans sa fille, et sans le handicap de sa fille, sans sa fille handicapée, il n'aurait jamais trouvé la force de faire tout ce qu'il a fait. Et il puisait en elle une force que, quand on n'a pas d'enfant handicapé, on ne comprend pas, mais en tout cas, c'est ce qu'il disait dans cette citation-là. Et on sent vraiment que cet enfant peut être soit une sorte de révélateur de problèmes, de tensions dans une famille, ou au contraire un révélateur d'une force familiale qui est exceptionnelle et qui fait que la famille s'en trouve renforcée. Je ne vais pas aller jusqu'à la résilience de Boris Cyrulnik qui pose problème sur plein de points, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, si j'ai bien compris. En tout cas, je vous dirais les deux, mon général. Parce que, précisément, je pense que ça amène des tensions, c'est sûr, c'est une épreuve. Je pense que ne pas le dire, ce serait mentir par omission. Ça amène des tensions dans le couple, ça amène des tensions avec les parents, avec plein de gens proches, pas avec les amis, parce qu'avec les amis, on n'a pas ces rapports qui sont un peu imposés par plein de choses. Avec les amis, on peut soit être soutenu, soit être peiné. Mais disons qu'en famille, comme le propre de la famille, c'est qu'on est obligé finalement de passer notre vie ensemble. Les tensions, on ne peut pas les éviter éternellement. Et de fait, malheureusement, beaucoup de couples se séparent, surtout quand l'enfant handicapé, c'est le premier. Une des maladies de notre époque, le père part en courant et disparaît. Bon voilà, nous, c'était notre deuxième enfant, donc ça, je pense qu'on était déjà une famille, réalisée par notre enfant, et ça nous a beaucoup aidé d'être déjà parents. Parce que quand on a un premier enfant, on devient parent. Donc c'est l'enfant qui vous fait advenir une nouvelle personne en faisant de vous un parent. Ça, c'est vraiment très beau. Et donc, nous, c'était notre deuxième enfant.
mais ça nous a quand même beaucoup secoué. C'est ce que je raconte dans le livre, en tant que couple, etc. Et en revanche, clairement, un enfant handicapé, ça vous fait vivre des choses que vous n'auriez jamais vécues. Et c'est en ça que c'est aussi une force, je ne sais pas, mais quelque chose de fort qui vous fait devenir une personne, en tout cas autre, mais sans doute meilleure, vous voyez, parce que ça vous ramène à des questions essentielles, ça vous met en face finalement de la diversité de la vie, la vraie, et donc, quand on arrive à surmonter la partie épreuve, je pense qu'en effet, c'est une chose assez belle et qui n'empêche pas finalement d'être une vraie famille à part entière avec ses moments de bonheur, etc. Donc voilà, les deux. Il y a une épreuve et il y a quand même des choses incroyables qu'on vit par Audrey, qu'on vit par son enfant et qui font que on regrette pas. Moi, je regrette pas. C'est pour ça que je voulais témoigner. Je referai pas ma vie évidemment, mais aujourd'hui, ma fille, c'est ma fille à part entière. C'est pour ses grands-parents, c'est aussi la petite fille à part entière, etc. Vous voyez, j'ai eu peur à un moment qu'il y ait du rejet, et finalement, il y a une grande solidarité autour d'elle. Et question personnelle, mais comme c'est un témoignage, je me la permets. Est-ce que vous diriez que ça, peut-être avec le temps, est-ce que ça a renforcé les liens ou c'est vraiment la conséquence de liens qui étaient déjà forts au départ? Ça, je pense que ça peut intéresser nos auditeurs d'avoir peut-être votre réponse à cette question. Les liens avec qui? Familiaux, je veux dire. En tout cas, avec mon épouse, ça a été, donc, en tant que couple, hein, une épreuve qui dure plusieurs années, hein, parce que donc, c'est toute la période du livre. Mais je pense qu'à la fin, ça nous a vraiment soudés. On a surmonté ça, et aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui nous a énormément rapprochés. Et avec le reste de la famille, aussi d'une certaine façon, ça nous a fait traverser des épreuves. Mais aujourd'hui, comme ces épreuves sont derrière nous, effectivement, ce qui ne tue pas rend plus fort. Mais c'est surtout avec mon épouse, je pense que là, nous, en tant que couple, on est devenu un couple. On s'était promis la fidélité à vie. Mais je pense que je vois pas ce qui pourrait nous séparer, hormis la mort. D'ailleurs, vous avez fait un peu la métaphore tout à l'heure en parlant de l'Odyssée. Vous avez une belle formule dans le livre qui reprend d'ailleurs l'Odyssée. Et vous filez un peu parfois la métaphore de la mer, comme une sorte de voyage finalement. Ce que vous avez vécu, c'est une forme de voyage avec votre enfant. Et je voulais citer, si j'arrive à aller jusqu'au bout, on verra, un petit passage de votre livre, donc, qui date du 15 janvier 2015. Alors donc, je vous cite. « Quelle porte se présenterait devant nous? Qu'y aurait-il derrière? J'avais la conscience que nous étions embarqués contre notre gré, voilà, dans une odyssée naufrageuse. Et qu'il valait mieux, pour l'interpréter, lui donner du sens, la mettre en perspective, attendre de connaître le rivage où nous allions échouer. C'est ça, être face au destin. Ce n'est pas savoir la fin, mais prendre conscience de la tempête, ce qui s'y joue. Dans ces flots des montées qui submergeraient mon être, tous les recoins de mon cœur et jusqu'à mon âme, je préférais clairement le silence et la méditation qu'il permet, à la recherche désespérée de bouées, d'amers, de repères et autres corps morts qu'on pourrait pouvoir trouver en confiance et peur. Aussi n'avais-je, et je le maintiendrai, aucun besoin de parler. Je préfère m'attarder à la roue du navire qui sombre, en véritable petit capitaine, que m'épuiser à chercher les chaloupes. » Et là, pour moi, qui suis vraiment dans mes travaux sur la question du père, vous m'avez donné un exemple parfait de l'image d'un, comme vous dites, de petit capitaine, entre guillemets, qui tient la chaloupe. Pour moi, j'y ai vu évidemment votre famille, et qui tient contre vents et marées, quelle que soit cette épreuve, qui est quand même une épreuve qui est quand même lourde, hein, on l'imagine. Mais je pense que c'est important de montrer que le rôle d'un père, c'est aussi ça, c'est de tenir face à cette épreuve, à cette tempête. Oui, dans ce qui nous est arrivé, hein, déjà avec un enfant qui n'aurait pas de problème. Tous les enfants ont plus ou moins des problèmes, et en général, on va dire normaux. Le rôle d'un père, il est très important parce que c'est une figure vraiment complémentaire à celle de la mère, une figure différente mais majeure. Et
quand il y a une telle épreuve qui se présente dans une famille, il est important que les deux parents soient vraiment présents pour faire face. Enfin, on n'est jamais trop de bras pour pagayer dans quelque chose comme ça. Et donc effectivement, donc j'en parle un peu dans le livre. J'ai lu d'autres livres, puisque en fait, quand on se retrouve plongé, aspiré par le handicap, après on essaie de prendre des exemples, etc. Donc j'ai lu des livres et j'avais pas lu de choses qui m'avaient satisfait. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu moi-même témoigner, peut-être pour donner le livre qui conviendra à des pères qui ont un peu ma forme de mental, c'est-à-dire plutôt à vouloir se battre, à être optimiste, etc. Et donc c'est pour ça que je voulais témoigner, pour dire oui, il faut être là, présent aux côtés de sa femme, mais présent aux côtés de ses enfants. Et puis c'est pas présent aux côtés finalement, c'est présent tout court, parce que on est attendu pour vraiment maintenir l'unité de la famille, et puis prendre plein de choses à bras-le-corps. Je raconte par exemple que plein de fois, en allant à des rendez-vous médicaux, on va dire médico-sociaux, les gens disent « Ah ben c'est vous qui venez, on voit que les mamans ». Je dis « Ben oui, nous on fait 1 sur 2, ma femme travaille ». Enfin, et puis c'est hyper lourd ces choses en fait. C'est toujours dans des bâtiments un peu délabrés, avec des gens où parfois vous demandez si c'est le psychologue qui est en dépression ou vous, quoi. Vous voyez, mais c'est pesant, quoi. C'est pesant. Et donc de se partager ça aussi, c'est important. Et voilà, donc le père doit jouer vraiment son rôle. Je pense que c'est un des mots de notre époque, hein. C'est la démission de plein de pères. Oui, qui fuient souvent à la naissance d'un enfant, qui soit handicapé ou non d'ailleurs, hein, Ouais. qui en général refusent les responsabilités. Donc là, avec un enfant handicapé, ça demande encore plus de responsabilités. Mais pour moi, c'est une des forces du livre, c'est que ce soit écrit par un homme et par un père, ce qui est quand même assez rare finalement. Ben voilà, c'est pour ça que j'ai tenu à vraiment, à la fin, achever reprendre donc mon journal, qui est au départ mon véritable journal, mais ensuite amender des morceaux pour que ça devienne quelque chose de publiable. Il y avait plein de trous, etc. Donc voilà, travailler pour en faire un témoignage. J'ai été encouragé par plusieurs professionnels du handicap qui m'ont dit « Bon, il faut témoigner ce que vous faites, voyez, pour votre fille, vous battez pour donner de l'espoir aux gens, c'est pas désespérer ». Et c'est pour moi la morale du livre, si je me permets d'en donner une, c'est celle-là, qu'il ne faut jamais désespérer. Nos enfants, ça reste des enfants, ça reste des personnes humaines, vraiment aimables, au sens où ce sont des trésors d'amour qui vous en renvoient aussi de l'amour. Et pour ça, ben oui, on fait face, on est dans l'épreuve, mais la vie vaut la peine d'être vécue, et il ne faut pas désespérer. Comme il nous reste encore un tout petit peu de temps, est-ce que vous pourriez nous expliquer si vous voyez autour de vous, ou vous avez vu autour de vous des choses qui sont faites pour faciliter, parce qu'on entend souvent des plans, le grand plan du handicap, le grand plan de ceci, le grand plan de cela. Concrètement, est-ce que vous avez dû vous battre contre l'administration ? Est-ce que l'administration, je parle vraiment politique générale, hein, pas seulement des ministres ou autres, mais vraiment politique générale de la vie publique. Est-ce qu'un enfant ou même un adulte handicapé en France peut vivre, j'allais dire normalement, vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire peut vivre de manière autonome. Est-ce qu'on vous a aidé ? Est-ce qu'on vous aide ? Est-ce que c'est compliqué ? Est-ce que vous devez vous battre ? Est-ce que ce livre d'ailleurs ne peut pas aussi servir est-ce qu'un homme politique ne pourrait pas se l'approprier pour faire avancer certaines choses ? Alors c'est une question très vaste. On est dans un pays où il y a à la fois plein de dispositifs, tant des structures que des aides pécuniaires, et en même temps plein de difficultés, et parfois même les comportements sont à l'inverse de la loi, et pour les faire appliquer, il faut commencer à faire jouer des avocats. Donc c'est une question qui est très vaste et très complexe. Nous, à la fin, je peux dire que oui, on a dû se battre contre l'administration, mais pas que contre l'administration, parfois dans des structures plus privées, etc. Et ça, c'est vraiment la double peine pour les parents. Je pense qu'il faut bien se dire que quand on doit se battre contre des institutions, contre des fonctionnaires dont l'intitulé est inclusion handicap, et que vous voyez bien que leur boulot,
c'est de faire que votre enfant n'aille pas à l'école, mais ailleurs. Ça fait quand même, c'est vraiment très accablant, quoi. Vous voyez, là, pour le coup, il y a de quoi désespérer. De se dire, mais je comprends pas, on a les structures, on met les moyens, puis à la fin, c'est non. Et en fait, le handicap, ça repose beaucoup sur des personnes. C'est-à-dire que quand vous tombez sur une institutrice ou un éducateur particulièrement motivé, vous vous rendez compte que ces gens-là déplacent les montagnes et qu'ils font des choses qui sont extraordinaires. Et puis quand vous êtes face à des institutions où au contraire, la politique, clairement, c'est on va gérer pour se déranger le moins possible, là, vous êtes face à des murs qui font rien alors qu'ils ont des moyens. Et donc, voilà, c'est clair qu'il y a un côté où il faut se battre aussi pour que la loi soit appliquée, pour qu'on ait accès à des choses. Et ben pour ça, il faut s'armer de courage. Et c'est là où, encore une fois, il vaut mieux être deux pour se motiver. J'ai une autre question qui me vient. C'est vrai que nous sommes dans la période qu'on appelle du wokisme. Donc c'est normalement, le wokisme, ça devrait être la mise en avant des minorités et puis l'aide à l'émancipation de ces minorités. Finalement, le handicap pourrait rentrer dans les combats, finalement. Je suis un peu le faux naïf dans ces combats de ces gens woke. Est-ce que vous avez vu des choses récemment qui vous ont donné un peu plus d'espoir sur des prochains parents qui pourraient avoir un enfant handicapé ? Est-ce que vous avez senti des changements de mentalité qui pourraient venir grâce à ça d'ailleurs, grâce au wokisme, ou pas du tout ? Alors, grâce au wokisme... c'est un peu provocateur, je connais votre réponse, mais bon. Je pense pas, mais moi je trouve que globalement, les gens dans notre pays n'ont pas peur du handicap. Alors, voilà, il y a une autre personne très connue, c'est Lino Ventura, qui est une fille trisomique. Et alors aujourd'hui, on peut trouver des témoignages vidéo sur YouTube où il parle de quand il a lancé les maisons Personnage. Et où il parle vraiment il dit que les voisins avaient peur, enfin que les gens ne voulaient pas les voir, qu'ils avaient peur d'être contaminés, etc. Donc ça, nous, je l'ai croisé une fois ou deux, mais avec des personnes très âgées. Et on voyait bien que cette croyance aujourd'hui est dépassée. Les gens savent que c'est pas une maladie contagieuse, des choses comme ça. Et moi, je trouve que souvent, notre fille, elle est bien accueillie. Vous voyez, dans les restaurants, dans les commerces, des choses comme ça, quand on prend le train. Enfin, voilà, là, je pense que la société a progressé de ce côté-là, en termes d'ouverture, de disponibilité d'esprit pour sourire et pour faire de son mieux face à une personne en situation de handicap. Et après, pour ce qui est de la scolarisation ou des choses comme ça, je pense que là, il y a un très gros travail de fond qui n'est pas encore fait. Pour vous donner une idée, alors là on dépasse le cadre du livre, mais aujourd'hui ma fille, donc en gros c'est comme si elle était trisomique, donc ça ne veut rien dire de dire ça, mais c'est pour donner une idée aux auditeurs. Mais c'est une enfant qui sait lire, par exemple. Elle sait lire, elle sait taper à l'ordinateur, elle sait se mettre sa chanson ou sa série sur YouTube. Vous voyez, donc quand vous savez lire et écrire, c'est déjà, en termes d'autonomie, un vrai pas en avant. Par exemple, pour commander ce qu'on veut au restaurant, c'est vachement bien de pouvoir voir la carte, etc. Et pour ce qui est de la plupart des enfants qui ont un niveau de handicap similaire, en fait, on leur apprend jamais vraiment à lire. On leur apprend un petit peu, mais on n'essaye pas, etc. Ou on n'essaye pas assez, parce que ça paraît impossible. Et moi, je dis souvent aux gens, mais dans les enfants normaux, lesquels ont appris à lire sans des années de souffrance. Enfin, moi, des jeunes enfants, c'est une bataille pour les parents et pour bien sûr les instituteurs. Mais c'est vraiment une bataille qui dure plusieurs années, quoi. C'est au moins, on va dire, 3 ans d'efforts acharnés. Et je ne parle pas de l'écriture après pour toutes les fautes, où on peut aller au moins jusqu'à la fin du collège. Et donc, si on n'a pas l'ambition pour ces enfants d'essayer de les tirer vers le haut et de leur apprendre à lire, ben, ils n'y arriveront pas. Et là, je trouve qu'il y a une vraie question en France où je pense qu'on manque d'ambition. Bien sûr, il ne s'agit pas de l'ambition dans le mauvais sens du terme ou quoi, mais parce que ça les libère, ça les rend heureux. Et moi, ma fille est très très fière de savoir lire. Et en plus, ça l'occupe, c'est un passe-temps... Enfin, vous voyez, elle aime lire des livres, on lui en offre. Et pour elle, c'est quelque chose de fantastique. Et donc là, je pense qu'il y a encore du chemin à faire, même pour les professionnels. Nous, on a entendu des phrases en nous disant, mais enfin, vous rêvez, vous êtes dans le déni, vous voyez. On disait, mais attendez, vous êtes professionnel du handicap, vous ne pouvez pas nous dire ça.
peut-être qu'on l'est un peu, peut-être qu'on s'illusionne toujours pour ces enfants, même quand ils ne sont pas handicapés. Et puis un jour, il y a le mur de la réalité. Mais pour autant, à la fin, quand elle a su lire, il y avait dans le centre où on était à Paris, il y a eu un petit malaise, parce que qu'est-ce que ça voulait dire pour les autres? Si elle savait lire, c'était pas la plus handicapée, ça voulait dire quoi? Et là, c'est par une personne extraordinaire, mais qu'on avait rencontrée, j'en parle un peu dans le livre, et qui a donné des cours particuliers et qui est arrivée. Et donc, vous voyez, en termes de pédagogie, il y a encore du travail, mais surtout, je pense, en termes de volonté et d'ambition. Écoutez, c'est tout ce qu'on peut souhaiter comme destin à votre livre. C'est de faire changer un peu ces mentalités, et même, j'espère, dans les corps professionnels finalement, parce que c'est eux qui détiennent beaucoup de pouvoir sur ces questions. Est-ce que votre fille sait que vous avez écrit ce livre? Est-ce qu'elle en a conscience? Est-ce que vous en parlez? Non, j'en parle pas beaucoup à la maison, j'en parle surtout avec mon épouse et avec mon aîné. Hein, Mais non, en effet, on n'en a pas parlé. Enfin, avec elle en particulier. Pas encore, en tout cas, peut-être prochainement. Mais je le ferai. Écoutez, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. J'espère que les auditeurs ont compris l'importance du sujet. Et en vous écoutant, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que finalement, cette invisibilisation du handicap n'est pas voulue par la société civile, je veux dire. Je pense pas. C'est quelque chose qui vient de nos élites, entre guillemets, qui veulent cacher cette chose-là. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Disons que au niveau des gens qui nous gouvernent, il y a sans doute le problème est vu d'une autre façon, comme quelque chose d'économique, comme quelque chose qui coûte, comme quelque chose qui sert à rien, que sais-je. Je ne sais pas trop, je ne saurais pas le dire. Je pense qu'au niveau vraiment de nos concitoyens, de nos compatriotes, il y a surtout des choses qui ne sont pas pensées, quoi. Et donc j'espère que pour ceux qui liront mon livre, ils comprendront beaucoup de choses. C'est un livre dans lequel on est vraiment dans ma tête. Donc ça aussi, d'un point de vue narratif, je pense que ça peut être intéressant pour des gens. Même par exemple, c'est un livre de père, et donc que j'ai pas écrit pour les hommes, mais disons que pour les femmes, ça peut être très intéressant. En tout cas, j'ai plein d'amis femmes qui l'ont lu et qui m'ont fait de très bons retours en disant, mais en termes de point de vue, ça m'a apporté des choses. Mais c'est inédit. Ah oui, totalement. Ouais. Et donc je pense que non, les gens ne sont pas conscients de certaines phrases, certaines choses, et c'est pour ça que j'ai voulu témoigner. En tout cas, on se rend compte d'une chose, c'est que nos enfants, nos frères, nos sœurs, tout ce que vous voulez, nos cousins handicapés, ces citoyens-là, ce sont peut-être les dernières personnes qui ne sont pas réifiables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas transformer en marchandise, et qu'on ne peut pas salarier, et qu'on ne peut pas... Et c'est peut-être là aussi un des cœurs du problème. Et c'est pour ça peut-être qu'ils sont invisibilisés. Ça, c'est mon avis personnel, et je lance le débat. Les gens peuvent débattre en dessous de cette vidéo. Monsieur Chevry, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. J'invite vraiment nos auditeurs à lire Le Journal d'un père aux éditions du Verbe Haut. Je vous retrouve pour ma part dimanche prochain. Monsieur Chevry, vous serez en dédicace bientôt, je crois, à Paris, si vous vous souvenez de la date. La nouvelle librairie, le 23 février. Le 23 février. Donc venez rencontrer nombreux l'auteur de ce livre. Chers amis, à très bientôt et restez connectés à Toxin Média. Au revoir. Merci beaucoup.